D'accord. Euh, Alors, je peux commencer? oui, oui, on peut commencer. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Dr Fadel, une maître assistante à l'HCA. Donc, on va voir ensemble la conduite à tenir devant une hépatomégalie. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, on va voir ensemble une introduction, on va définir l'hépatomégalie, on va voir l'intérêt de la question. Après, on va voir un rappel anatomique. Et après, on va voir comment faire le diagnostic positif d'une hépatomégalie. Ça veut dire c'est le diagnostic clinique. Et après, on va passer quels sont les diagnostics différentiels d'une hépatomégalie. Et après, on va voir quels sont les diagnostics étiologiques. Ça veut dire on va faire une enquête étiologique, comment faire une enquête étiologique d'une hépatomégalie. Après, on va voir les étiologies d'une hépatomégalie homogène et une hépatomégalie hétérogène. Et on termine, bien sûr, par une conclusion. Donc, l'introduction, donc l'hépatomégalie, c'est une hypertrophie de la glande hépatique localisée ou diffuse avec une flèche hépatique supérieure à 12 cm. Le foie, c'est la glande la plus volumineuse du corps humain. C'est quoi l'intérêt de la question? C'est quoi l'intérêt de faire cette conduite à tenir? Parce que l'hépatomégalie, c'est un symptôme d'appel fréquent en pratique courante, traduisant une atteinte hépatique ou extra-hépatique. Le diagnostic positif est très facile, c'est un diagnostic qui est clinique, et le diagnostic étiologique, généralement, c'est un diagnostic qui est difficile, nécessitant une enquête minutieuse et plusieurs investigations, vu le nombre important des étiologies d'une hépatomégalie. Donc, on passe au rappel anatomique. Donc, il faut savoir la localisation du foie. Donc, la localisation, c'est thoraco-abdominal. Au niveau de l'abdomen, c'est au niveau du l'hypocondre droit. Les limites du foie, en haut, c'est le diaphragme. En bas, c'est l'angle colique droit et le côlon transverse, bien sûr. Et à droite, c'est la cage thoracique, et à gauche se projette dans la région épigastrique. Donc, voici un rappel anatomique pour voir bien sûr le siège exact du foie. Donc, on passe au diagnostic positif. Donc, le diagnostic positif, il y a d'abord le diagnostic clinique. Donc, il y a certaines conditions de l'examen clinique. Il faut le patient en décubitus dorsal, dévêtu, jambes légèrement fléchées, les membres supérieurs détendus sur la table de l'examen. La pièce doit être bien chauffée et bien éclairée pour faire un bon examen clinique. Et le médecin se met à droite du malade, et surtout, il doit avoir des mains chaudes pour faire un bon examen clinique. Alors, il y a 4 temps de l'examen clinique. Ça, c'est les temps vraiment très importants pour faire le diagnostic d'une hépatomégalie. Il y a l'inspection, il y a la palpation, c'est un temps clinique important et capital. Il y a la percussion et il y a l'auscultation. On va voir chaque temps pareil. Donc, on commence par l'inspection. L'inspection en cas d'hépatomégalie, soit on trouve une inspection qui est normale, on a une hépatomégalie qui est légère, soit on trouve une voussure visible en regard de l'hypocondre droit. Voici l'image. C'est vraiment une voussure importante ici qui signifie une hépatomégalie vraiment importante. La palpation, c'est un temps, comme on a dit, c'est un temps clinique important et capital. Il permet de situer le bord inférieur du foie et d'étudier la consistance, la sensibilité et la régularité du foie, et rechercher le reflux hépatogégulaire. C'est ça, le reflux hépatogégulaire. Donc ça, c'est des signes qui orientent le diagnostic étiologique de l'hépatomégalie. Donc, il faut la chercher dans l'examen clinique et surtout à la palpation et à l'inspection. Donc, il y a 3 méthodes pour palper du foie. Donc, on va voir chaque méthode wahdaha. On commence par la méthode unimanuelle de chauffard. Comment on fait cette méthode de palpation? Donc, l'examinateur, il est en face du malade, la main gauche dans la région lombaire droite, et la main droite à plat sur l'abdomen, et les doigts dirigés vers le haut, et le malade respire profondément. Là, le bord inférieur du foie bute contre la pulpe des doigts.
Là, c'est très important de palper le bord inférieur pour voir les consistances du ce bord inférieur parce que ça oriente le diagnostic étiologique de cette hépatomégalie. L'aspect du bord inférieur, bien les consistances de ce bord inférieur ou la consistance d'hépatomégalie orientent l'origine le diagnostic étiologique, de l'hépatomégalie. Il y a la deuxième méthode, c'est la méthode bimanuelle de Gilbert. Donc là, l'examinateur, il est en face du malade, les deux mains bien à plat, les doigts rapprochés vers le haut. Voilà, les doigts rapprochés, c'est pas comme la première méthode. Les doigts rapprochés vers le haut et le bord inférieur du foie vient buter contre la pulpe des doigts. Et la troisième méthode, c'est la méthode bimanuelle de Matthew. C'est l'examinateur se place à la tête du malade, regarde vers ses pieds et les doigts encrochés sous le rebord costal, cherchant à crocher le bord inférieur du foie lors des mouvements d'inspiration profonde. Vous voyez ici, donc c'est vraiment très important d'examiner bien le bord inférieur et voir les consistances de ce bord inférieur. Est-ce qu'il est tranchant, est-ce qu'il est mousse, etc. Parce que ça oriente le diagnostic étiologique et l'enquête étiologique. On va voir ça après dans la fin du cours. On va voir comment on fait l'enquête étiologique d'une hépatomégalie. Donc, on passe au troisième temps de l'examen clinique, c'est la percussion. Donc, la percussion, c'est afin de délimiter le bord supérieur du foie, situé généralement au niveau de la 5e espace intercostal droit. Elle se fait de haut en bas à partir de la clavicule sur la ligne médioclaviculaire. Alors, après la sonorité, on commence de percuter. Après la sonorité pulmonaire normale, on perçoit la matité hépatique. Et ça qui détermine la limite supérieure du foie. Et on continue la percussion de haut en bas. La limite entre la zone sonore du côlon et la matité hépatique détermine la limite inférieure du foie. Ça, c'est très important de savoir la limite supérieure du foie et la limite inférieure du foie. On va voir pourquoi. Ça, c'est pour mesurer la flèche hépatique. Donc, la flèche hépatique, c'est la coordination de deux temps de l'examen clinique, c'est la palpation et la percussion. Donc, on palpe le bord inférieur du foie et on percute pour avoir le bord supérieur pour mesurer la flèche hépatique, Donc, la flèche hépatique, si elle est supérieure à 12 cm, on est dans l'hépatomégalie. Si elle est inférieure à 12, entre 9 et 12, c'est un foie qui est normal. C'est la glande qui est normale. Donc, plus de 12 cm, c'est une hépatomégalie. Voilà, c'est la définition d'une hépatomégalie. L'auscultation, le quatrième temps de l'examen clinique. Donc, l'auscultation, généralement, c'est un temps qui est souvent abandonné. Généralement, il est important afin de rechercher un souffle vasculaire qui est vraiment très, très rare, où on fait l'auscultation et on trouve un souffle vasculaire. Alors, maintenant, on passe, après l'examen clinique de l'hépatomégalie, on va se trouver devant deux situations. Soit un diagnostic clinique positif qui est facile dans les cas faciles, soit un diagnostic clinique qui est difficile, ça veut dire dans les cas difficiles. Alors, c'est quoi les cas faciles et c'est quoi les cas difficiles? Les cas faciles, ça veut dire où le diagnostic est clinique et purement clinique, ça veut dire à l'inspection, on trouve une voussure visible sous le vent costal qui signifie l'hépatomégalie. À la palpation, on trouve une masse au niveau de l'hypocondre droit, soit elle est mobile avec les mouvements respiratoires, soit la surface, elle est régulière ou irrégulière. Le bord inférieur, soit c'est un bord inférieur qui est tranchant, épais, mince, régulier ou non. Les consistances, soit elle est molle, soit elle est ferme, soit elle est dure. Elle est sensible ou indolore à l'examen clinique. À l'auscultation, comme on a dit, on peut trouver un souffle vasculaire comme l'auscultation revenant normal. Donc ça, c'est les cas faciles où on peut poser le diagnostic d'une hépatomégalie sur l'examen clinique. Voilà, c'est un diagnostic qui est purement clinique. Dans les cas difficiles, en cas d'une hépatomégalie associée à une acide de grande abondance qui gêne l'examen, en cas d'une hépatomégalie très sensible, douloureuse, gênant l'examen clinique, en cas d'hépatomégalie associée à une panicule adipeux important, ou en cas d'une hépatomégalie avec grossesse. L'examen clinique dans ces situations, c'est vraiment difficile pour examiner l'hépatomégalie ou bien le foie. Et hépatomégalie au dépend de lobe gauche, ça veut dire que c'est une hépatomégalie localisée et non pas globale.
Le diagnostic dans ces situations, le diagnostic est confirmé par l'examen de l'imagerie, en particulier l'échographie abdominale. Alors, on passe au diagnostic différentiel. Pour le diagnostic différentiel, il faut différencier devant une hépatomégalie diffuse. Après, on va voir devant une quels sont les diagnostics différentiels devant une hépatomégalie localisée. Alors, on commence par l'hépatomégalie diffuse. Il y a le foie ptosé. Ça veut dire, c'est quoi le foie ptosé? C'est le bord inférieur palpable, mais la flèche hépatique, elle est normale. Ça veut dire, elle est inférieure à 12 cm. Généralement, on trouve cette situation chez les sujets âgés où la amaigrissement, vraiment, amaigrissement importante. Là, on palpe le bord inférieur du foie parce qu'il n'y a pas de graisse, etc. Mais la flèche hépatique, elle est normale. Le foie luxé, c'est un foie refoulé vers le bas. Cette situation, on la trouve en cas d'un processus thoracique pathologique, par exemple un épanchement pleural liquidien droit qui va comprimer le foie vers le bas. C'est pour ça qu'on trouve, on palpe le foie dans la région. C'est le diagnostic différentiel par rapport à l'hépatomégalie. Et le lobe de Reydel, c'est quoi le lobe de Reydel? C'est un lobe accessoire du foie. C'est une hypertrophie des segments 5 et 6 descendant jusqu'à la fosse iliaque droite. Donc ça, c'est une variante anatomique. Devant une hépatomégalie localisée, d'abord à développement abdominal, puis on va voir à développement thoracique. À développement abdominal, il y a les grosses vésicules biliaires où on trouve une tuméfaction du bord inférieur qui est arrondie, rénitente. Là, l'intérêt de faire une échographie abdominale pour faire la part des choses. En cas d'un gros rein droit, là, il y a les signes urinaires, il y a le contact lombaire qui est positif. Là, ça nécessite une échographie avec une exploration urologique. Les tumeurs de la langue colique droite, on trouve des troubles du transit intestinal avec une immobilité de la masse avec les mouvements respiratoires. D'où l'intérêt de pousser les explorations. Ça veut dire on fait une échographie, à la rigueur une TDM et complétée par une coloscopie pour faire la différence entre cette tumeur de l'angle colique droit et l'hépatomégalie. C'est à l'examen clinique. Volumineuse tumeur gastrique, c'est l'intérêt bien sûr de compléter par une fibroscopie. Et les tumeurs pariétales, là, il faut faire une échographie abdominale et des partiments. Alors, devant une hépatomégalie localisée, toujours, donc on va voir à développement thoracique, il y a la pleurésie diaphragmatique droite, l'intérêt de faire une téléthorax de face. Et il y a une masse de la base droite. Là, on trouve généralement des signes d'appel pleuropulmonaire, une dyspnée, une toux, etc. D'où l'intérêt aussi de faire un téléthorax de face et du profil pour éliminer ce diagnostic différentiel. Alors, on passe maintenant au diagnostic étiologique. D'abord, comment on fait l'enquête étiologique? Alors, l'enquête étiologique se base sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique pour l'examen biologique et l'examen morphologique et cinquième, l'examen endoscopique. On commence par l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'on cherche à l'interrogatoire? D'abord le terrain, on cherche l'âge du malade, le sexe, les professions exposées, ça veut dire par exemple vétérinaire ou personnel médical. Ça oriente le diagnostic étiologique. Toutes ces informations orientent le diagnostic étiologique. L'origine géographique, par exemple les zones d'endémie parasitaire pour le kyste édatique, et le paludisme. On cherche à les antécédents, la notion de comptage de tuberculose, l'éthylisme, l'ictère, la présence d'un ictère ou pas, la notion de transfusion du sang, notion des soins dentaires, de tatouage, des rapports sexuels non protégés par exemple. Et on cherche d'autres maladies associées, par exemple le diabète, la cardiopathie, néoplasie, etc. Et on cherche aussi des antécédents familiaux, d'hépatopathie ou d'intervention chirurgicale. À l'examen physique, donc il y a les caractères il faut préciser les caractères de l'hépatomégalie. Par exemple, le type, est-ce qu'elle est globale ou localisée? L'aspect de la surface, est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière? Sa consistance, est-ce qu'elle est molle, ferme ou dure? Sa mobilité avec les mouvements respiratoires, sa sensibilité à la palpation, c'est très important. On va voir pourquoi. Sa sensibilité à la palpation et l'aspect du bord inférieur du foie, est-ce qu'il est mousse, est-ce qu'il est tranchant, etc. Et la flèche hépatique, bien sûr, c'est plus de 12 cm qui définit l'hépatomégalie.
Alors, à l'inspection, il faut aussi rechercher des signes d'insuffisance hépatocellulaire, l'ictère, la télangiectasie. La télangiectasie, c'est une dilatation des veines superficielles qui est due à la compression du l'hépatomégalie. Voilà, c'est ça la télangiectasie. Voilà. L'angiome stellaire, ça c'est l'angiome stellaire, c'est les signes d'insuffisance hépatocellulaire, d'hépatopathie chronique, l'angiome stellaire, l'érythrose palmaire, voilà l'érythrose palmaire, et l'hypocratisme digital. Bon, l'hypocratisme digital, c'est un signe paranéoplasique d'un cancer, généralement pulmonaire, cardiaque, hépatique, etc. Problème cardiaque ou là, un cancer hépatique. Et ça, la gynécomastie. Voilà, la gynécomastie. On cherche aussi une encéphalopathie hépatique, c'est des troubles psychiques, c'est les complications de la cirrhose. Tout ça, il faut les chercher à l'examen clinique. On cherche aussi les signes d'HTP, une circulation veineuse collatérale. Voici la circulation veineuse collatérale. On cherche une acite. Voici la première image, c'est une acite de grande abondance avec une circulation veineuse collatérale. On cherche des signes d'insuffisance cardiaque droite. C'est la turgescence spontanée des jugulaires. Et on cherche aussi des masses palpables ou un épanchement pleural liquidien ou des adénopathies périphériques, d'où l'intérêt de faire un examen clinique complet à la recherche d'étiologie d'une hépatomégalie. On passe à l'examen biologique. Donc, dans l'enquête étiologique à la recherche, l'enquête étiologique d'une hépatomégalie. Donc, à l'examen biologique, il faut chercher une cytolyse. Donc, ça veut dire perturbation des transaminases, les azathylés et alates, une cholestase, phosphatase alcaline, les gamma-GT, bilirubine conjuguée, etc. Une insuffisance hépatocellulaire par le taux de prothrombine, le TP, l'albumine et le facteur 5. Donc, c'est le taux de prothrombine bas, l'albumine qui est bas, facteur 5 qui est bas, donc qui définit l'insuffisance hépatocellulaire. Et autres marqueurs comme les marqueurs viraux, le fer sérique, la ceruloplasmie qui orientent vers d'autres pathologies comme ceruloplasmie comme la maladie de Wilson, c'est la surcharge en cuivre. Donc là, on trouve une pathologie dans le bilan biologique. Dans le bilan ferrique, pardon. Dans le bilan d'autoimmunité, bien sûr, c'est les anticorps antimuscles lisses, dans les HAE, dans les hépatites auto-immunes, les anticorps antinucléaires. On cherche aussi les marqueurs tumoraux, alpha-photoprotéine à la recherche d'une tumeur primitive, CHC, un carcinome hépatocellulaire, ACE et CA19-9. ACE pour les cancers coliques, CA19-9 pour les cancers pancréatiques. L'examen morphologique, donc généralement, on commence par l'échographie et l'échographie Doppler du foie, donc qui permet de préciser le caractère homogène et hétérogène du foie, l'aspect des voies biliaires intra-hépatiques, donc ce qui est dilaté ou non, l'aspect de la vésicule biliaire, les anomalies vasculaires du bronche portal, du trompe porte et des veines hépatiques, et l'aspect du pancréas, de la rate et l'existence d'une acide et d'adénopathie ou pas. Donc ça, c'est en cas si on suspecte d'une hépatomégalie, par exemple métastatique, etc. Il faut chercher un primitif, donc il faut examiner les autres organes comme le pancréas, la rate, présence ou pas des adénopathies, etc. La TDM, donc le scanner TAP, généralement on demande scanner thoraco-abdominopelvien, sera nécessaire, notamment en cas d'une pathologie tumorale. Comme on a dit, c'est un bilan d'extension à la recherche d'une tumeur primitive. Et l'IRM en cas de contre-indication à la TDM, où on trouve une tumeur, on suspecte une tumeur bénigne du foie. L'écho-cœur Billy-IRM selon l'orientation étiologique. On ne demande pas de façon systématique écho-cœur et Billy-IRM dans l'enquête étiologique d'une hépatomégalie. On commence toujours par une échographie abdominale. Si on trouve pas grand chose à l'échographie abdominale, on passe au TDM. Surtout c'est le terrain du malade qui oriente vers une pathologie tumorale, etc. Donc on demande une TDM et la Billy-IRM et l'écho-cœur sera réservé selon l'orientation étiologique. L'endoscopie, donc la fibroscopie, donc on cherche des varices œsophagiennes ou gastriques, par exemple comme cette photo, donc c'est des varices œsophagiennes de grade, on peut dire 2 à 3. Donc on cherche les varices œsophagiennes et on cherche un éventuel cancer digestif primitif en cas d'une hépatomégalie tumorale. Bon, les varices œsophagiennes, c'est les signes d'HTP qui orientent bien sûr l'origine de cette hépatomégalie.
vers une atteinte cirrhose ou bien d'autres les causes d'une HTP. Alors, on passe au diagnostic étiologique, étiologie par étiologie. Par exemple, parce que chaque étiologie, les caractéristiques, les caractères de l'hépatomégalie change selon l'étiologie. Par exemple, dans l'hépatomégalie cirrhotique, elle est dure, à bord inférieur tranchant. La face antérieure est granitée ou nodulaire, avec des signes d'insuffisance hépatocellulaire et les signes d'hypertension portale, une acide, circulation veineuse, CVC, circulation veineuse collatérale, on trouve une splénomégalie, on trouve les signes d'hypertension portale endoscopique, comme on a vu dans l'image précédente, ça veut dire on trouve des VO, des varices gastriques, etc. L'hépatomégalie cholestatique, ça veut dire la cirrhose biliaire primitive, la cirrhose sclérosante primitive et secondaire. Là, on trouve une hépatomégalie qui est globale et non localisée, à surface lisse, régulière, consistance ferme, indouleur, mobile à la respiration et le bord inférieur généralement il est mousse. L'hépatomégalie infectieuse, généralement surtout l'amibiase hépatique, là on trouve une hépatomégalie qui est globale, surface lisse et régulière, les consistances fermes, douloureuses parce que c'est infectieux, c'est tout à fait normal, douloureuse, immobile et associée dans la majorité des cas avec une fièvre parce que c'est un syndrome infectieux. L'hépatomégalie de surcharge, comme une stéatose, amylose, la maladie de Wilson, hémochromatose, là, l'hépatomégalie, elle est globale, la surface lisse et régulière, les consistances sont molles molle et le bord inférieur est mousse. Le foie cardiaque, on trouve généralement une hépatomégalie douloureuse dans le foie cardiaque, à surface lisse, de consistance ferme avec le traitement, et avec le traitement, elle change de volume. Donc, on parle du foie accordéon. Et on retrouve des signes d'insuffisance cardiaque droite, comme on a vu avant, c'est la turgescence égiculaire droite. Dans le cancer primitif du foie, on trouve une hépatomégalie qui est globale ou localisée, avec augmentation rapide du foie. Généralement, c'est un foie de cirrhose dans pratiquement 9 cas sur 10, de consistance dureté pierreuse. Hépatomégalie très sensible dans les cancers primitifs du foie, puis douloureuse, rapidement fixée. Et on trouve les signes accompagnateurs, ictère, acide, altération de l'état général, amaigrissement, etc. Le foie de métastase, généralement on trouve les antécédents d'un cancer principalement digestif. C'est une hépatomégalie qui est dure, qui est pierreuse, surface irrégulière avec des gros nodules. C'est qu'on appelle l'aspect d'un foie marronné et de la consistance. La consistance est dure, sensibilité variable et mobile. Les tumeurs bénignes comme l'hémangiome et l'adénome, les granulomateuses sarcoïdoses, là le foie est siège du nodule sarcoïdosique. L'hépatomégalie, elle est rarement globale. Généralement, c'est une hépatomégalie localisée. Alors maintenant, on va voir l'origine, les étiologies de l'hépatomégalie d'autres manières, selon l'aspect échographique. Est-ce qu'elle est homogène, ou est-ce qu'elle est hétérogène? On commence par les hépatomégalie homogènes. C'est quoi les causes qui donnent une hépatomégalie homogène? D'ailleurs, on a deux groupes, l'hépatomégalie homogène isolée et l'hépatomégalie homogène associée à d'autres symptômes. Comme l'hépatomégalie homogène associée à d'autres symptômes, par exemple le syndrome œdémato-ascitique. Là, on pense à une cirrhose décompensée, un foie cardiaque, un syndrome de Budd-Chiari. S'il y a un ictère, on pense aux hépatites, ça veut dire les hépatites infectieuses, médicamenteuses, toxiques. On pense d'origine cholestatique, intra- ou extra-hépatique. S'il y a la fièvre, on pense à une maladie infectieuse, etc., comme on a vu, amébiase hépatique. S'il y a les syndromes endocriniens, là, on pense à une stéatose liée à une obésité ou là, une hémochromatose. Et s'il y a des signes neurologiques, là, on pense à une maladie de Wilson avec un syndrome extrapyramidal. Par contre, s'il y a une hépatomégalie isolée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres symptômes associés. Là, c'est le foie vasculaire, c'est le foie de surcharge, c'est la cirrhose compensée et c'est les hépatites alcooliques où il n'y a pas vraiment des symptômes associés. Voilà. Maintenant, on passe au
à l'hépatomégalie hétérogène. Dans l'hépatomégalie hétérogène, qui est l'hépatomégalie hyper-hétérogène, c'est les tumeurs bénignes du foie, comme l'adénome hépatocellulaire, l'hémangiomes, les tumeurs malignes du foie, comme l'hépatocarcinome dans 98% des cas, l'hépatomégalie anécogène ou hypoécogènes, comme les tumeurs bénignes, comme les polykystoses hépatiques, les kystes biliaires, les kystes hépatiques, les kystes édatiques et la cystadénome. Les tumeurs malignes, comme l'angiosarcome, la cystadénocarcinome et le cholangiocarcinome. Là, c'est une hépatomégalie qui est anécogène et hypoécogène à l'échographie. Donc, comme une conclusion, l'hépatomégalie, c'est un signe majeur d'atteinte hépatique. Le diagnostic positif est basé sur les données clinico-biologiques et sur les examens morphologiques, en particulier l'échographie abdominale, qui consiste l'examen d'imagerie de première intention. Le diagnostic étiologique est difficile, dû à la variété des étiologies nécessitant une enquête minutieuse et plusieurs investigations. En Algérie, reste la cirrhose, le kyste édatique et les tumeurs malignes du foie les plus dominées. Et bien sûr, le pronostic dépend de l'étiologie sous-jacente. Voilà, donc la conduite à tenir. Donc j'espère que c'était clair. La conduite à tenir devant une hépatomégalie. Maintenant, on va voir ensemble un cas clinique. On va faire un cas clinique et comment on discute une hépatomégalie et une des étiologies d'une hépatomégalie. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux utiliser ici un diaporama parce qu'il y a des questions avec le cas. On va voir. Donc, c'est une femme âgée de 48 ans, sans antécédent médical ni chirurgical, consulte pour un prurite diffus associé à un ictère cutanéo-muqueux. Elle a consulté 2 ans auparavant pour un prurite. Elle a fait un bilan hépatique à 2 reprises, à 6 mois d'intervalle, où elle avait des gamma-GT 2 fois la normale, phosphatase alcaline 3 fois la normale, bilirubine normale et absence de cytolyse. Les sérologies virales BIC et les anticorps antimusculolyse et les anticorps antinucléaires et les anticorps anti-LKM1 étaient négatifs. Le taux sérique des IgM était normal. Elle ne prend aucun médicament, pas de prise d'alcool et elle ne fume pas. À l'examen clinique, il y a des lésions de grattage, un subictère et des urines foncées, une hépatomégalie homogène à bord inférieur mousse. Donc, les caractères de cette hépatomégalie, une hépatomégalie homogène à bord inférieur mousse, normalement, oriente vers une pathologie, une étiologie de cette hépatomégalie avec l'association d'un ictère. Un ictère avec un syndrome de cholestase. Ictère avec urine foncée. C'est un syndrome de cholestase qui est clinique. Ictère avec urine foncée. Et sur le plan biologique, on a dit qu'il y avait un syndrome gamma-GT 2 fois la normale, phosphatase alcaline 3 fois la normale. C'est un bilan biologique ultérieur. Ancien, pardon. Donc, pas des signes d'hypertension portale à l'examen clinique. Et il faut noter que la patiente se plaint depuis 5 ans de l'absence de larmes et elle a l'impression d'avoir une bouche sèche. Voilà, c'est des signes qui orientent, c'est des signes chroniques qui orientent plus de 5 ans. Une bouche sèche avec absence de larmes. Bon, normalement ici on va faire du diaporama pour cacher les réponses, mais bon, on va essayer de faire les deux en même temps. Donc, quel est l'examen morphologique à demander en première intention? Voilà, la réponse est l'échographie abdominale. J'aimerais bien de faire ça avec 2 diaporamas, mais bon. On va continuer comme ça. Donc, quel est l'examen morphologique à demander en première intention? Comme on a vu dans l'enquête étiologique, on a dit que l'examen à demander en première intention, la recherche, là c'est un cas qui est un peu, il n'y a pas l'aspect où l'examen clinique, on trouve une hépatomégalie qui explique, on peut dire c'est un cas facile, parce que à l'examen clinique, on trouve l'hépatomégalie. Là, l'échographie, c'est pour orienter le diagnostic étiologique. C'est pas une échographie pour confirmer le diagnostic. Donc, quel examen morphologique à demander en première intention ici? C'est l'échographie abdominale. Elle permettra de visualiser l'existence ou non d'un obstacle sur les voies biliaires, c'est-à-dire l'origine, on précise l'origine intra- ou extra-hépatique de la cholestase. La deuxième question, donc quel diagnostic suspectez-vous?
Normalement, là, c'est la cirrhose biliaire primitive. C'est quoi la cirrhose biliaire primitive? C'est une maladie cholestatique d'étiologie auto-immune caractérisée par une atteinte des canaux biliaires intrahépatiques, des petites et des moyens et de moyenne taille. Les arguments, c'est quoi? C'est les arguments selon le cas qu'on a. Les arguments, donc il y a le sexe féminin, c'est une pathologie qui touche le sexe féminin. L'âge à 48 ans, c'est une pathologie qui est présente dans 90% chez les patients entre 35 et 55 ans. La présence du cholestase, la présence d'une hépatomégalie homogène à bord inférieur mousse, c'est une hépatomégalie cholestatique. La présence du prurite précédent luctaire qui est très fréquent dans la CBP, dans la cirrhose biliaire primitive, vu que l'obstacle est intrahépatique. Et l'existence des signes évocateurs de syndrome sec. Le syndrome sec il est associé généralement avec pouvant associer associé à une CBP. Il est généralement associé à une CBP. C'est d'autres maladies et les autres maladies auto-immunes. Donc, discuter les diagnostics différentiels dans ce cas. Donc, dans ce cas, quels sont les diagnostics différentiels qu'on peut les discuter? Il y a les hépatites virales chroniques. On peut discuter aussi, selon le tableau clinique du malade, les hépatites virales chroniques. Mais là, les sérologies, selon les données du cas clinique, les sérologies sont négatives. On peut discuter aussi les hépatites médicamenteuses, mais il n'y a pas de notion de prise de médicaments. On peut aussi discuter les hépatites auto-immunes, notamment la HAI, l'hépatite auto-immune, mais là, le bilan d'auto-immunité, il est négatif. Les anticorps antimusculilistes spécifiques de l'HAI sont négatifs. La CSP, la cholangite-sclérosante préventive, elle reste un diagnostic différentiel devant ce cas, parce qu'il y a la cholestase, c'est toujours une pathologie cholestatique, il y a toujours le cholestase, c'est un élément en plus, mais il y a d'autres arguments qui sont contre ce diagnostic. Le sexe féminin, c'est la cholangite-sclérosante primitive touche le sexe masculin beaucoup plus que le sexe féminin. Il y a le taux des EGM qui sont normaux généralement dans la cholangite sclérosante primitive conopositive. Il y a l'absence de RCH. Pourquoi on a dit l'absence de RCH? Parce qu'il y a une certaine relation entre la CSP et la RCH. Généralement, si on trouve une CSP, si on a une CSP, la RCH, elle est présente avec cette CSP dans 15% des cas. Par contre, l'inverse, c'est pas le cas. C'est-à-dire, si on a une RCH, le pourcentage, de la présence d'une CSP est pratiquement 70% des cas. C'est-à-dire, il est très fréquent. Par contre, l'inverse, non. Si on a une CSP, c'est pas vraiment très fréquent d'avoir une RCH. Donc, l'absence de RCH, c'est pas vraiment un signe qui est un signe contre la CSP dans ce cas clinique. Voilà. Alors, l'examen effectué à la première question. On a dit quel est l'examen effectué à la première question était normal. Ça veut dire c'est l'échographie. L'échographie, c'était sans anomalie. Là, il demande quel est l'examen sanguin qui peut faire progresser dans votre diagnostic. Là, c'est le bilan d'auto-immunité spécifique de la CBP. C'est les anticorps antimitochondriens type M2. Elles sont positives, c'est supérieur à 1 sur 40, supérieur ou égal, normalement c'est égal ici, supérieur ou égal à 1 sur 40, avec une spécificité, pratiquement, il a une spécificité à 100%. Donc, si on trouve les anticorps antimitochondriens positifs, ça veut dire que c'est un élément qui évoque ou oriente, parce que le diagnostic de la CBP, c'est un diagnostic clinique, biologique et histologique. Il y a plusieurs arguments pour poser le diagnostic d'une CBP. Voilà, donc la 5e question, l'examen effectué à la 4e question est fortement positif, c'est-à-dire c'est le bilan d'auto-immunité. Alors maintenant, ici, quel geste diagnostique à effectuer pour confirmer le diagnostic? Là, c'est la PBH, c'est la ponction biopsie hépatique. Alors, pour pousser pour faire le diagnostic de certitude par l'examen histologique. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en cas d'une CBP? On trouve une cholangite destructrice lymphocytaire non suppurative, c'est la CDL. CDL dans les CBP, c'est des lésions typiques. Et on trouve aussi un infiltrat, vu que c'est une maladie auto-immune, on trouve une infiltrat inflammatoire. Donc, on trouve une infiltrat inflammatoire avec des lymphocytes et des cellules mononucléaires. Alors,
La sixième question, donc la patiente est perdue de vue. Après qu'on a posé le diagnostic d'une CBP, etc., la patiente, elle est perdue de vue. Elle revient 8 ans plus tard. Avec un bilan biologique qui montre un TP à 55%, facteur 2 à 35% et facteur 5 à 98%. Discutez maintenant les grandes lignes du traitement. TP à 55, le facteur 2 à 37 et le facteur 5 à 98%. Si le facteur 5 à 98%, on est bien d'accord que la malade, elle n'est pas en cirrhose, parce que ça qui explique que la malade, elle est en train de faire une insuffisance hépatocellulaire. Mais pourquoi le TP, il est bas, à 55%? Parce que la malade est en train de faire un syndrome de cholestase très important. C'est pour ça que le TP, il est bas. Donc là, le traitement, c'est un traitement qui est symptomatique et un traitement spécifique de la CBP. Voilà. Donc on va voir ensemble c'est quoi le traitement symptomatique et c'est quoi le traitement spécifique de la CBP. Alors le traitement symptomatique, c'est une supplémentation en vitamine K. Vu que le TP est bas secondaire au syndrome de cholestase, là il faut le supplémenter. Il faut aussi une supplémentation par les vitamines liposolubles A, D, E, K. Vitamine A, le D, le E et le K, bien sûr. Et le traitement du prurite. Le traitement du prurite, on commence par le traitement de première intention, c'est la cholestéramine. C'est le Questran, le nom commercial terme, c'est le Questran. C'est quoi le cholestéramine? C'est un chélateur des selles biliaires. Pour diminuer les selles biliaires, s'il y a une diminution des selles biliaires, il y aura une amélioration dans l'état clinique du malade, c'est-à-dire amélioration du prurite et les lésions de grattage. Donc, comment on donne le cholestéramine? On donne le cholestéramine à une dose de 4 jusqu'à 16 grammes par jour, une demi-heure avant les repas, entre 2 heures et 4 heures après un autre traitement. Ça veut dire il faut l'espacer, il ne faut pas le prendre avec un autre traitement, sinon l'efficacité, ça diminue. Il n'y aura pas une bonne réponse. Le traitement de la deuxième ligne, c'est la rifampicine. La rifampicine, c'est un antibiotique, on le donne c'est un antibiotique antituberculeux, mais ça donne dans le traitement du prurite. C'est un traitement de deuxième ligne s'il y a un échec sous cholestéramine. Ça, c'est le traitement symptomatique. Le traitement spécifique, c'est l'acide ursodesoxycholique, c'est l'AUDC, c'est l'ursolvant, à une dose de 13 à 15 mg par kilo par jour. Alors, l'ursolvant, il faut le débuter progressivement par 200 mg par jour pour éviter les effets secondaires qui sont la diarrhée généralement, diarrhée motrice. C'est quoi l'ursolvant? L'ursolvant, c'est un acide biliaire tertiaire hydrophile non toxique. Il a un effet anticholestatique, ça veut dire qu'il augmente l'excrétion biliaire et diminue l'absorption biliaire intestinale. Voilà, c'est ça l'effet pharmaceutique du l'ursolvant. Alors la septième question, c'était 3 maladies qui peuvent être associées à cette pathologie. Alors c'est une pathologie auto-immune. Il y a certaines maladies qui sont maladies auto-immunes aussi, qui sont vraiment très fréquentes, qu'on les trouve associées avec cette maladie. C'est la thyroïdite auto-immune, la maladie cœliaque, la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est pour ça il faut compléter le bilan à la recherche d'autres maladies auto-immunes en cas d'un malade qui présente une CBP. Donc il faut chercher de façon systématique une maladie cœliaque, de demander une chirurgie de la maladie cœliaque, de pousser les explorations et faire une fibroscopie avec biopsie si le malade est symptomatique. À la recherche d'une thyroïdite auto-immune, est-ce que le malade, il faut poser la question au malade, est-ce que le malade présente une constipation, c'est les signes d'une hypothyroïdie, une constipation, une obésité, etc. Donc, il faut penser au bilan de la thyroïde, bilan thyroïdien. La polyarthrite rhumatoïde aussi, il faut chercher les signes évocateurs, etc. La huitième question, donc quel est le principal facteur pronostic biologique dans cette affection? Quel est le principal facteur pronostic biologique dans cette affection? C'est quoi? C'est la bilirubénémie. Pourquoi? Si on a un taux de bilirubénémie qui dépasse le 150 micromoles par litre, ça indique la transplantation hépatique. Il faut faire la transplantation hépatique en urgence. 150, ça risque de faire une encéphalopathie urmigène, ça risque de faire d'autres complications, etc., qui indiquent une transplantation hépatique. Là,
c'est ça le principal facteur pronostic biologique dans la CBP, c'est le taux de bilirubine. Voilà, donc c'est la fin du cas clinique. J'espère que j'étais claire et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Mhm. Apparemment, vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup, Sahaftorkom.